Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette dernière avenue centrale de l'année. Évidemment, on continuera l'année prochaine. Je suis très heureuse d'accueillir à cette occasion ma collègue Jamila Fella, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art antique ici à l'UGA au laboratoire Lucie. Alors, elle a travaillé longtemps sur l'architecture monumentale antique et sur le mobilier lapidaire à Lyon et dans plusieurs autres sites archéologiques importants, hein, Orange, Vienne, Rome, Pompéi, entre autres. Et plus récemment, sa recherche s'est orientée vers l'histoire des collections, des collectionneurs, et par ce biais progressivement, mais on en reparlera comment le glissement s'est fait, vers les problèmes très complexes et très actuels du marché de l'art et des questions plus larges du faux, de la question des pillages, hein, qui s'est accrue et qui a été vraiment mise en lumière dans l'actualité récente, notamment par des guerres, on en parlait récemment, on pense au pillage de Palmyre, hein, du site qui a fait beaucoup parler de lui, question des vols aussi. Et donc, elle a développé cette recherche sur ces ventes de pièces antiques ou se prétendant comme telles, qui sont vraiment très activement recherchées dans les ventes privées actuellement. Alors, elle est l'autrice de très nombreux articles et d'ouvrages, notamment un ouvrage collectif qui va bientôt apparaître sur les entrées monumentales des théâtres antiques. On trouve aussi de nombreux articles en ligne, hein, sur ces questions d'authentification. Récemment, un très bel article sur des pièces archéologiques issues du palais royal de Ghazni en Afghanistan, qui est tout à fait passionnant. Donc, je suis très heureuse de l'accueillir aujourd'hui sur donc le thème vol, faux et marché de l'art, et je lui laisse la parole. Je te remercie. Je te remercie, Naïma Germani, pour cette présentation, et je remercie la MSH de l'Université de Grenoble pour cette invitation. Alors, dans cette conférence qui est en rapport avec les menaces qui pèsent sur la connaissance scientifique et sur le patrimoine archéologique à l'échelle nationale et internationale, il me paraît inévitable de rappeler que cette connaissance et ce patrimoine peuvent aussi être menacés par les États eux-mêmes, ce qui est le cas en France, avec un projet de loi qui permettrait des dérogations à la loi sur l'archéologie préventive mise en place depuis 2001. Pour parler du sujet du sujet des pièces archéologiques fausses et volées, volées, parmi lesquelles il faut faire la distinction entre les objets volés connus et les objets issus de fouilles clandestines, qui sont aussi des objets volés à l'État en quelque sorte, des objets extrêmement difficiles à identifier avec certitude, à la différence des objets volés connus. Et dans cette conférence, je me placerai du côté de la chercheuse qui s'intéresse aux provenances. Je commencerai ainsi par rappeler mon expérience dans ces domaines avec des pièces de musée qui ne sont pas problématiques, parce que tout n'est pas problématique dans les musées, mais pour lesquelles des difficultés sont communes avec des pièces du marché de l'art. Je m'attacherai ensuite aux données de provenance sur les objets frauduleux vendus, frauduleux d'hier ou frauduleux d'aujourd'hui, et j'ai choisi de dévier quelque peu du sujet stricto sensu sur le marché de l'art en parlant du problème des acquisitions de musées et du devoir de transparence aujourd'hui. Des pièces problématiques du marché de l'art se retrouvent en effet en partie dans nos musées, comme les pièces de nos musées se retrouvent parfois sur le marché, même si les vols chez des particuliers sont sans doute plus nombreux que les vols dans les musées. Sur cette image, sur les 7 exemples que j'ai choisis parmi la quarantaine d'objets volés ou pillés que j'ai identifiés jusqu'à maintenant, 1 à 2 des objets ont été volés sur un site archéologique, 3 à 4 proviennent de réserves archéologiques, 2 proviennent de musées, dont l'un était sans doute encore en vitrine en 2022. Mes travaux concernent actuellement des recherches de provenance sur des objets archéologiques du marché de l'art récents, qui sont visibles par tous, dans des catalogues, des ventes légales sur Internet et des musées, tout en poursuivant des études sur des objets romains de fonds anciens de musées, ou au contraire des objets romains, antiques, recueillis récemment en fouilles pour aider à la compréhension d'un monument ou d'un site archéologique. Je profite d'ailleurs, une petite parenthèse, d'être ici pour remercier la plateforme Platibus de la MSH qui a acheté un scanner 3D
ce qui nous permet, avec un collègue, de numériser quelques pièces archéologiques et de réfléchir à des propositions de restitution dans des dossiers qui concernent aussi en partie le sujet de la provenance. La prise en compte des pièces du marché de l'art est pour moi nouvelle dans mes recherches, car elle ne commence qu'en 2022 ou véritablement en 2023. Et il est certain que j'ai beaucoup à apprendre sur le marché de l'art, les législations extrêmement complexes, les institutions qui luttent contre le trafic illicite de biens culturels, etc. En revanche, cela fait 25 ans que je travaille communément sur des recherches de provenance d'objets archéologiques antiques de musées français, en parallèle d'études sur des monuments romains. Je connais bien ainsi un certain nombre de problèmes liés notamment à des restrictions budgétaires et au manque de postes de chercheurs et d'autres personnels dans les musées, auxquels ont été ou sont encore confrontées les institutions, en France comme à l'étranger, concernant la gestion du mobilier et des archives, problèmes dont certains ne sont pas sans rapport avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui. En plus d'une poursuite de l'inventaire de ce qui existe et qui n'est pas connu dans les musées, un travail de recensement est à mener en toute transparence et en collaboration avec des chercheurs qui connaissent les collections sur l'ensemble des pièces disparues des collections muséales, musée par musée dans chaque pays. Parmi les pièces considérées comme disparues figurent des objets volés, mais aussi des objets détruits, et d'autres qui n'ont en fait pas disparu, mais qui ne sont pas nécessairement à l'endroit attendu ou qui sont mal identifiés. L'absence de connaissances précises sur les pièces disparues et leur contexte de disparition ne concerne évidemment pas que les musées archéologiques, mais tous, et lorsque cela concerne des restes humains, qui plus est contemporains, réclamés par un État, la chose est pour le moins gênante, en plus d'être choquante. Je connais bien par ailleurs la difficulté d'établir des provenances précises pour des objets découverts et acquis anciennement, à une époque où on ne se souciait pas de leur contexte de découverte. Et je suis familière de l'exercice de débusquer les confusions dans les provenances qui s'expliquent par maintes raisons. Par exemple, en commençant l'examen de données qui furent publiées en 2006 dans un ouvrage édité par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, j'ai pu préciser ou corriger l'information publiée sur les provenances de 10% des œuvres concernant leur lieu ou leur contexte de découverte, ce qui n'est pas sans incidence parfois sur l'interprétation des objets. Ces méthodes, patiemment employées pour retrouver des lieux et des contextes de découverte d'objets divers de musées, ou pour retrouver les objets eux-mêmes, ont pu être en partie transposées à une autre échelle pour des pièces du marché de l'art. Les deux univers sont intimement liés, puisque des collections privées, constituées par des achats sur le marché de l'art, finissent dans les musées, par don ou par achat suite à une nouvelle vente. Les musées exposent par ailleurs des objets de collections privées acquis sur le marché de l'art. Au niveau de la recherche, les deux univers sont aussi liés, sans doute même beaucoup trop, puisqu'il est malheureusement commun que des chercheurs participent aux publications d'objets pillés ou potentiellement pillés, sans se poser de questions, et que des chercheurs et des conservateurs participent à la valorisation de ces objets pillés ou potentiellement pillés lors des expositions. La démarche de recherche est comparable pour des objets de musée acquis anciennement et des objets du marché de l'art récent, si ce n'est que le chercheur peut rarement examiner les objets, toucher les objets, et qu'il doit être vigilant à des omissions et des mensonges créés à un moment donné du parcours mouvementé de l'objet par une personne qui n'est pas nécessairement le marchand ou un membre de la maison de vente. Je précise en effet que, malheureusement, pour les vendeurs honnêtes, eux aussi peuvent, sans s'en rendre compte, vendre un objet frauduleux qui est passé entre différentes mains, entre différentes ventes, et je rappellerai d'ailleurs que l'alerte sur les vols au British Museum a été donnée par un marchand durant 2 ans qui a été ignoré. Le premier problème central pour faire la distinction entre les pièces que nous pouvons appeler frauduleuses, pour faire vite, et les autres, repose dans la difficulté de traçabilité des objets sur leur provenance. Les informations fournies aux potentiels acheteurs à cet égard ne sont pas nombreuses, et une provenance, même partielle, n'est d'ailleurs pas systématiquement donnée. Lorsqu'il y a des informations sur les propriétaires à une étape du parcours de l'objet, l'identité est souvent vague, notamment pour des raisons légales de protection de données. Dans cet exemple, vous savez qu'un certain HK
a acheté l'objet en 1995. Vous ne savez pas à qui le détenait avant, où il a été trouvé, quand est-ce qu'il a été trouvé, et d'où vient l'objet avant son passage à Londres en 1995. Cette opacité de l'information crée une difficulté de s'y retrouver pour les acheteurs, mais aussi pour les vendeurs honnêtes, dans ce qui est volé, pillé, faux ou sans problème. L'acheteur, qui peut être lui-même le prochain vendeur, doit ainsi être conscient des risques et devrait vouloir les limiter au maximum, soit parce qu'il a une certaine éthique, soit parce qu'il ne veut pas perdre de l'argent et voir son bien saisi, soit parce qu'il ne veut pas être au cœur d'un scandale médiatique alors qu'il a été de bonne foi. Les ventes sont censées reposer sur la confiance, mais la réalité est que vous devez faire preuve de prudence, voire de méfiance, et que vous ne savez pas à qui vous pouvez vous fier, non seulement par rapport à l'honnêteté, mais aussi par rapport à la rigueur du travail réalisé. Dans cet exemple d'une tête chypriote mise en vente en décembre 2023 dans une maison de vente allemande prestigieuse à Munich, l'objet avait déjà été vendu précédemment dans une maison de vente prestigieuse à Londres, Sotheby's, en 1995. En tant que potentiel acheteur, vous pouvez être doublement en confiance et croire que les maisons de vente étant prestigieuses, toutes les vérifications nécessaires ont été faites. Mais vous ne savez pas à quel point il est facile de vendre une pièce volée, même une pièce publiée, comme c'est le cas ici. Et vous n'avez pas lu l'ouvrage sur le scandale Sotheby's, publié en 1997, qui évoque des irrégularités de la maison de vente londonienne dans les années 80-90. D'où vient cette tête chypriote? Du sanctuaire d'Eshmoun à Sidon, au Liban. La sculpture fait partie d'un ensemble de pièces volées, dont la tête de taureau qui était exposée au Metropolitan Museum à New York était la plus célèbre, jusqu'à devenir un des symboles des vols archéologiques dans le monde. En 1981, en pleine guerre civile au Liban, des sculptures trouvées précédemment en fouille à Sidon avaient été mises à l'abri dans un dépôt archéologique à Byblos. Mais ces sculptures qu'on a essayé de protéger ont été volées par des personnes dont l'identité était connue. De 1991 à 2020, une dizaine de sculptures ont été jusqu'ici identifiées sur le marché de l'art ou dans des collections en Europe et aux États-Unis. Les pièces ont été mises en vente ou retrouvées à Zurich, Londres, Vienne en Autriche, Bâle, Fribourg, New York, et une pièce a été saisie à Tripoli au Liban. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que 2 sculptures avaient déjà été vendues chez Sotheby's en décembre 1994, avec des photographies, ce qui avait permis au professeur Rolf H. Tukey, qui les publia précédemment, de les identifier. L'année d'après, en décembre 1995, Sotheby's vendait donc une nouvelle sculpture issue du même vol, mais sans photographie. C'était à une époque où chaque objet mis en vente n'était pas systématiquement illustré dans les catalogues. Jusqu'en 2018, le nombre de pièces archéologiques volées à Byblos avait été évalué à 600 pièces sculptées. En réalité, aujourd'hui, on ignore combien ont disparu, car des pièces que l'on pensait emporter ne l'étaient pas. Inversement, d'autres pièces non signalées comme volées ont été dérobées de ce dépôt archéologique de Byblos, qui devait sans doute contenir des pièces archéologiques de Byblos, des fouilles de Byblos. J'ignore par exemple si cette sculpture que j'ai identifiée dans une vente en Espagne provient assurément ou non de ce vol de 1981, car la dernière information que j'ai réussi à trouver en bibliothèque est une publication de 1954. Comme le démontre cet objet, et bien d'autres, ce qui pourrait être simple dans le processus d'identification des pièces volées ne l'est pas toujours, ni pour les acheteurs, ni pour les vendeurs honnêtes, si les pièces volées ne sont pas inventoriées, ou si l'information est difficile d'accès, ou si elle est confidentielle. Si je reviens au sujet des informations sur les provenances fournies à l'acheteur dans les notices de vente. Le plus souvent, les objets problématiques se trouvent dans l'une des catégories suivantes. Et je fais une petite pause. Première catégorie, l'objet est vendu sans provenance. Tous les objets sans provenance connus ne sont pas des objets frauduleux. Néanmoins, si vous achetez un objet sans provenance, vous prenez assurément un risque important d'acheter un objet volé, pillé ou faux. Or, la quantité des objets sans provenance
est extrêmement importante sur le marché de l'art. Deuxième catégorie, l'objet est vendu sans provenance ancienne. Tous les objets vendus sans provenance ancienne connue ne sont pas des objets sans provenance ancienne. Mais l'acheteur prend un risque s'il n'a aucune assurance de l'existence véritable d'une collection ancienne, disons avant 1970. Troisième catégorie, la provenance est inventée, mais n'est pas accompagnée de documents à l'appui du mensonge. C'est une simple déclaration, et l'acheteur devrait demander des preuves de ce qui est avancé, ou s'abstenir d'acheter s'il n'y a pas de preuves. Quatrième catégorie, une donnée sur la provenance peut être omise, mais là aussi, une omission ne signifie pas nécessairement que l'objet a été mal acquis. Cinquième catégorie, la provenance est inventée avec de faux documents. Si tous les acheteurs voulaient limiter les risques d'alimenter les trafics illicites et qu'ils n'achetaient que des pièces avec une provenance ancienne qui semble bien établie, le trafic d'objets archéologiques faux, volés, pillés s'effondrerait du jour au lendemain. S'effondrerait puisque cela écarterait un nombre considérable d'objets potentiellement problématiques qui sont dans les trois premières catégories. Ceci créerait sans doute aussi des problèmes concernant le sort des objets archéologiques de véritables collections anciennes, mais non documentées, ainsi que des sérieuses inquiétudes pour le marché des antiquités. En effet, la proportion des objets archéologiques en vente qui n'ont aucune provenance vérifiable avant 1970 est colossale. On n'a pas de chiffre, pas de pourcentage, mais elle pourrait sans doute atteindre 90%. Pour la cinquième catégorie, afin de limiter le risque d'acheter une pièce frauduleuse, il est nécessaire pour l'acheteur de développer un esprit critique acéré et, au minimum, d'avoir véritablement en main les factures. Enfin, de manière générale, pour tous les acheteurs et marchands éthiques qui veulent limiter les risques de se trouver face à une pièce problématique, ils doivent avoir une connaissance scientifique minimale des objets. Vous voyez, c'est compliqué, hein, limite on doit faire une thèse avant d'acheter un objet, mais aussi avoir une connaissance des acteurs du trafic d'hier, pour ne pas dire d'aujourd'hui, qui sont connus par la justice et dont les objets circulent toujours dans les ventes. Si vous achetez un objet sans provenance ancienne, en sachant que, selon la justice, le premier marchand était impliqué dans un trafic illicite d'antiquités, cela ne veut pas dire que vous achèterez à tous les coups un objet volé, pillé ou faux. Mais cela veut dire que vous prenez un risque non négligeable. Voici un exemple avec un marchand britannique qui, hier, était extrêmement réputé dans le monde des grands musées et des collectionneurs, mais qui, depuis 30 ans, est surtout réputé du côté des policiers et chercheurs spécialisés pour son implication dans les réseaux de trafic illicite international. Les objets sans provenance ancienne, dont Robin Sims a été le premier vendeur, sont toujours en circulation, et vous pouvez d'ailleurs même en acheter un demain si vous voulez. Et après-demain aussi. Vous remarquez également que les saisies de la police new-yorkaise d'objets vendus par Robin Sims s'enchaînent et concernent des pillages dans un grand nombre de pays. L'Italie, bien sûr, car le marchand britannique appartenait à un réseau célèbre, le réseau Medici, démantelé à partir de 1995, le plus grand réseau connu, dont la tête était un marchand italien, mais aussi des pièces pillées en Turquie, en Libye, en Grèce, en Égypte, à Chypre, en Irak. Déjà, en 1996, les États-Unis avaient rendu une sculpture volée en 1988 en Italie que ce marchand britannique avait acquise, vendue à un marchand de New York, qu'il avait lui-même mis aux enchères chez Sotheby's New York. Comme pour beaucoup de marchands trafiquants, Robin Sims vendait des pièces volées, des pièces pillées, mais aussi des faux. Comme il vendait sans doute également des pièces authentiques, de véritables collections anciennes, mais j'ignore si ce cas est avéré lorsqu'il fut le premier vendeur connu de la chaîne. Si c'est le cas, c'est très compliqué. Robin Sims étant estampillé et pourvoyeur de pièces archéologiques pillées, à juste titre, la police new-yorkaise et certains États qui réclament des objets ne semblent pas toujours faire dans la dentelle pour opérer la distinction entre les pièces archéologiques pillées et les faux. Pourtant, dès 1997, dans l'ouvrage sur le scandale Sotheby's, il était question d'une fausse statue égyptienne, exportée illégalement d'Italie via la Suisse, pour être vendue par Robin Sims chez Sotheby's à Londres. Dans ces restitutions d'objets présentés assurément comme pillés, l'absence de rigueur scientifique, l'absence de considération pour la recherche,
car il me semble qu'il est impossible d'ignorer les publications sur la statue d'Alexandre le Grand. Et l'absence de transparence pour le public dans les données, les argumentations et les doutes risque de décrédibiliser la lutte contre le pillage archéologique qui est pourtant une réalité. Heureusement, les pratiques de la police de New York ne sont pas celles de toutes les polices, et nous sommes très loin, par exemple, de l'exemplarité de l'OCBC, la police française spécialisée, telle que cette exemplarité a été présentée il y a quelques jours à l'occasion de la célébration de ses 50 ans. OCBC qui s'assure de la nature et de l'authenticité des objets par des études rigoureuses avant de se poser des questions sur leur sort. Si je reviens aux données sur les provenances, on peut rencontrer encore bien d'autres cas de figure, je ne veux pas faire tous les cas de figure possibles et imaginables, pour la vente de pièces problématiques, dont un cas étonnant, lorsque les données de provenance sont justes, et que, si vous lisez bien, elles invitent à vous demander si l'objet a été volé, pillé, ou s'il est faux. Pour l'anecdote, voici non pas un objet archéologique, puisqu'évidemment, ces problèmes-là des vols concernent tous les objets, mais un tableau vendu en Belgique, puis chez Sotheby's à New York en 2023. Des recherches, menées visiblement avec des spécialistes, permirent de retrouver la provenance. Jusqu'au passage du tableau au musée de Bruxelles, dans un musée de Bruxelles, avec son numéro d'inventaire. Le tableau volé à ce musée de Bruxelles, à une date et dans des circonstances que j'ignore, a pu être récupéré à New York. Ce qui a été volé et pillé peut l'avoir été à date plus ou moins ancienne, ce qui ajoute une complexité et une confusion entre un commerce licite ou illicite, puisque chaque pays a des lois différentes, alors que les biens passent de frontière en frontière. Par exemple, en Suisse, aujourd'hui, pour un objet volé avant le 1er juin 2005, le délai de prescription est de 5 ans. Et il est de 30 ans pour un vol après 2005. Vous voyez qu'il est déjà important de savoir quand est-ce que l'objet a disparu et si l'objet disparu est un objet volé. Au bout de ces délais, 5 ou 30 ans, l'acquéreur de bonne foi de l'objet volé a un titre de propriété supérieur au propriétaire d'origine. Au vu des délais de prescription, on comprend tout l'intérêt à stocker des objets pour les ressortir plus tard, et l'intérêt de vendre dans tel ou tel pays peut dépendre de différents paramètres, de l'évolution du marché, des lois de chaque pays sur les vols et le recel, de l'intensité des contrôles. Par exemple, si votre marchandise est interceptée par les douanes, c'est à vous de prouver que vous êtes le propriétaire légitime. Donc là, il y a une inversion dans la procédure de preuve. Ça dépend aussi des collaborations que vous pouvez avoir dans différents pays, puisque tout cela demande une grande organisation. Mais le paradis du recel n'est sans doute plus aujourd'hui la Suisse, et ce n'est plus New York non plus. Si New York était la porte du trafic illicite d'antiquités, le dynamisme du service de police que j'ai mentionné tout à l'heure bouleverse la donne. Depuis sa création en 2017, ce service de police new-yorkais spécialisé dans la lutte contre le trafic d'antiquités enchaîne les saisies dans les galeries, saisies chez des collectionneurs, saisies dans les musées, en s'appuyant sur une loi fédérale états-unienne des années 30 concernant les objets volés. Personne ne peut donner et donc vendre une chose qui ne lui appartient pas. Au final, le sujet-là de qu'est-ce qui est licite ou pas licite est très complexe parce qu'encore une fois, ça dépend des lois dans chaque pays. Et c'est la raison pour laquelle je parle de manière plus générale de pièces problématiques, car quelle que soit la date d'un vol ou d'un pillage, l'objet peut poser un problème au minimum éthique. Ce qui a été accepté hier ne l'est plus aujourd'hui. Et ce qui a été vendu légalement en considérant des lois nationales du pays de la vente peut être restitué en vertu de conventions internationales ou en vertu des principes de ces conventions, de l'esprit de ces conventions, qui mènent à des accords bilatéraux entre pays. Comme vous l'avez déjà noté à travers différents exemples de vente, notices de vente, la provenance concerne les données d'histoire de collection qui permettent de renseigner les propriétés. Mais la provenance est également constituée des données sur les lieux de découverte. Pour un archéologue, la provenance, d'ailleurs, se conçoit avant tout comme le lieu et le contexte de découverte. L'archéologue a besoin des données les plus précises possibles sur le contexte des objets pour tenter de retrouver le sens des vestiges, et c'est ce soin sur le contexte qui est mis en œuvre lors des fouilles archéologiques
plus rigoureuse aujourd'hui qu'hier, dirigée par des archéologues expérimentés, avec des autorisations et un contrôle de l'État, avec aujourd'hui une gestion rigoureuse du mobilier de fouille. Tous les objets trouvés sur un site archéologique, dans des couches stratigraphiques documentées, permettent de comprendre un site archéologique dans sa globalité. Et chaque objet revêt ainsi une importance pour l'interprétation, qu'il s'agisse d'un simple tesson de céramique, sans décor figuré, ou d'une sculpture impériale, d'une sculpture de divinité en bronze doré. Pillés, c'est-à-dire issus de fouilles clandestines, ce sont des pièces d'un puzzle que l'on soustrait à la compréhension scientifique d'un site archéologique. Et ce sont des couches essentielles pour l'analyse stratigraphique que l'on saccage, laissant dans le paysage une myriade de trous. Tous ces objets pillés, vraisemblablement en masse, dans tous les pays, France compris, sur terre comme sur mer, en profitant par ailleurs des guerres et de la misère des populations, vont bien quelque part. Et tous les objets vendus sur le marché de l'art, dont l'essentiel est vendu sans lieu de découverte, proviennent bien de quelque part. Et ces quelque part se sont dotés de lois de protection anciennement. Attention, cela ne veut absolument pas dire que sur le marché légal, on ne trouve que des objets au commerce frauduleux, selon les lois actuelles, car les collections anciennes existent, que les objets aient été acquis par le passé dans un cadre légal ou non, mais assurément des objets qui ne devraient pas être vendus, selon les lois actuelles, et plus généralement des objets problématiques, se trouvent en nombre important sur le marché légal, à savoir des pièces pillées, mais aussi des pièces volées, des pièces fausses présentes en proportion colossale. J'ouvre une parenthèse en précisant ici que je ne parle que de ces trois cas de figure, ce qui ne veut pas dire que les objets archéologiques ne peuvent pas être concernés par la problématique d'autres biens sensibles, comme les biens de juifs spoliés par les nazis, problématique pour laquelle une vigilance est nécessaire pour tous les objets de collection ancienne. Pour mémoire, même si cela n'illustre pas le cas des spoliations juives, voici l'exemple d'un bas-relief romain, spolié par les nazis en 1940 à un riche américain, et qui a refait surface en février 2023 dans une vente à Paris. Je ferme la parenthèse, mais vous voyez que tous les objets ressortent toujours à un moment donné. La provenance, en tant que lieu de découverte de l'objet, est cruciale pour la discipline archéologique. Cette provenance, en tant que lieu de découverte de l'objet, est aussi fondamentale dans les lois nationales de chaque pays, qui, pour la majorité, interdisent les fouilles de sites archéologiques et les exportations d'objets archéologiques sans autorisation depuis le XIXe siècle, ou le début du XXe siècle, ou peu de temps après leur indépendance, bien avant la Convention de l'UNESCO de 1970, qui, déjà il y a 50 ans, témoignait d'une préoccupation à l'échelle mondiale sur le sujet des vols et des exportations illégales. Cette Convention de l'UNESCO, qui concerne aujourd'hui 147 pays contractants, pratiquement tous les pays du monde, avec une ratification ou une acceptation qui s'étale de 1971 à 2024, se voulait une réponse à une augmentation des vols dans les musées, une augmentation des pillages, et a ouvert la voie aux droits des peuples à disposer de leur culture, pour reprendre des propos que l'on peut lire sur le site de l'UNESCO. Si la Convention de l'UNESCO de 1970 a été une étape importante et reste un outil juridique essentiel, même fondamental, la Convention n'a pas empêché les délits, car il s'agit d'accords de principe des États, qui ne sont pas d'application directe, mais qui doivent être transposés par de nouvelles lois nationales, et chaque État doit se donner les moyens de cette lutte. La Convention de l'UNESCO de 70 n'a pas non plus changé les pratiques des acheteurs. Après 1970, des acheteurs, dont des membres de musées, ont continué d'acheter des objets sans provenance ou avec des provenances douteuses, en faisant une confiance aveugle en certains marchands, sans se poser de questions ou en fermant les yeux. Il faut dire qu'au moins dans les années 60 à 90, les marchands les plus réputés étaient fréquemment les plus impliqués dans le trafic illicite. En France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suisse, en Italie, en Grèce, au Liban, etc. Des collectionneurs réputés ne sont pas en reste non plus. Ici, vous avez un exemple célébrissime. Une céramique pillée en Italie en 1971
acheté par le Metropolitan Museum de New York en 72, près de $1 million, qui a été vendu avec une histoire de collection bidon et sans preuve, par un marchand déjà connu pour son implication dans le trafic illicite dans les années 60, et pourtant réputé parmi les collectionneurs et les musées. Voici un autre exemple, avec un panneau de mosaïque découvert en 1967 en fouille en Syrie, publié en 1968, volé et vendu très rapidement par une galerie de New York à un musée états-unien. Le musée a sans doute été de bonne foi, d'autant plus que l'objet n'est pas issu d'un pillage mais d'un vol et qu'il est publié. Cela n'aurait été pas très malin d'acheter un objet volé en connaissance de cause. Néanmoins, cette phrase du directeur du musée états-unien montre qu'il y avait bien une conscience que nombre d'objets acquis par les musées étaient exportés illégalement. Le problème n'est donc pas récent, et il existait déjà au XIXe siècle. Mais ce qui est regrettable est qu'il a été nécessaire qu'il y ait une succession de scandales médiatiques pour permettre des prises de conscience progressives d'une partie des acheteurs et des vendeurs, qu'il fallait changer de pratique et s'intéresser de près et avec rigueur aux provenances des objets. Les scandales et l'évolution de la société contribuent aussi à faire changer les lignes sur la question de la restitution, car les visiteurs, globalement, ne veulent pas de musées remplis d'objets volés et pillés. Prenons l'exemple des antiquités réclamées par l'Italie depuis 2018 au Louvre. Les objets, des céramiques et des statuettes, sont en lien avec des marchands trafiquants notoires, dont les archives ont été saisies, et trafiquants qui faisaient partie de ce réseau tentaculaire Medici dévoilé à partir de 1995. Au niveau légal, rien n'obligera la France à rendre les objets volés et exportés illégalement, non seulement parce que la ratification de la Convention de l'UNESCO de 70 date de 1997 pour la France, et que la Convention n'est pas rétroactive, mais en plus, la Convention a été ratifiée, mais non mise en œuvre avec une transposition dans la loi française. Cependant, pour des raisons éthiques, et après le scandale du Louvre qui éclate en 2022, la position de la France pourrait changer, et ce serait tout à son honneur de faire un accord avec l'Italie. Quoi qu'il en soit, des restitutions. Les musées ont une obligation de transparence pour le public sur l'origine et la nature des objets. Or, dans la pratique, les certitudes ne sont pas nombreuses, car beaucoup d'objets ont été achetés en se contentant des vagues informations fournies par une galerie ou une maison de vente. Par exemple, dans le cas de l'affaire d'un faux acheté par le musée de Lille en 2011, qui naît avec un questionnement rétrospectif sur l'objet suite à l'affaire du Louvre en 2022, qui est elle-même la conséquence de l'affaire du Met en 2018, on apprend que des conservateurs avaient une telle confiance en des experts qu'ils ne demandaient pas même les documents censés prouver les provenances anciennes. Donc encore une fois, la clé de tout ça, c'est la question de la confiance. Cette confiance aveugle, qui a perduré jusqu'à peu, étonne. Si l'on avait examiné l'ensemble des objets proposés dans les ventes, bien des scandales et des déconvenues auraient pu être évités depuis longtemps. On peut remarquer dans les catalogues le nombre important d'objets sans provenance mis en vente, dont des objets de pays en proie au pillage, comme le Yémen, la Libye, la Syrie, l'Égypte. Il y a par ailleurs des faux qui sont évidents, en cherchant simplement des comparaisons, comme pour ce faux, en couverture de catalogue, 2008, dont l'original, qui a servi aux faussaires, a été trouvé en fouille en Turquie, peu de temps avant la réalisation du faux. Pour les propriétaires, les acheteurs, les vendeurs, la situation actuelle est extrêmement complexe, et sans doute difficile, car nous vivons la conséquence des actions passées, avec des lois qui n'ont pas été respectées, des crimes et des injustices qui n'ont pas été réparées, des transactions, restaurations, analyses scientifiques, publications, qui furent réalisées jusqu'à peu dans une insouciance générale sur l'origine des objets et leurs conditions d'acquisition. Nous vivons par ailleurs la conséquence d'actions plus récentes et actuelles avec des personnes qui continuent de vendre pléthore de nouvelles pièces fausses, le marché est envahi, mais aussi des pièces volées en nombre indéterminé, des pièces pillées en nombre indéterminé, en profitant notamment de la difficulté de traçabilité des objets. Et il ne manque pas de conflits dans le monde pour alimenter sans cesse le nombre d'objets volés et pillés en circulation, qui finissent par se retrouver tôt ou tard sur le marché légal.
Depuis une dizaine d'années, en particulier depuis la guerre en Syrie et la prise de Palmyre par les djihadistes en 2015, il semble y avoir une prise de conscience sur l'ampleur du problème et un degré de rigueur accru de la part des marchands, experts, chercheurs, collectionneurs, membres de musées, etc., qui deviennent des victimes lorsque, de bonne foi, après avoir réalisé des recherches, ils contribuent, malgré eux, à la vente ou à l'achat d'un objet problématique. Malheureusement, il ne faut pas négliger les naïvetés ou les insouciances qui persistent et qui facilitent les délits. Dans l'affaire des faux exposés au musée de l'Arapakis à Rome, révélée en partie par la presse italienne il y a quelques mois, on peut être surpris qu'en 2023, malgré des scandales à répétition dans le monde, un grand musée à Rome ne respecte toujours pas le code de déontologie des musées qui est en vigueur depuis 1986 et qui était précédé, depuis 86. Par ailleurs, à Rome, il ne manque pas de chercheurs en architecture ou de chercheurs en sculpture pour savoir en une fraction de seconde que ce bas-relief à gauche sur l'image est un faux grotesque, et même une personne sans connaissance peut retrouver le modèle en quelques secondes avec l'image. L'affaire ne relève pas d'un manque de moyens humains, matériels ou financiers, mais révèle d'une part un problème sur la place donnée aux chercheurs spécialistes dans une exposition, d'autre part un problème de déontologie, car les faux exposés étaient dénués de provenance. Et si les pièces n'avaient pas été fausses, elles auraient pu avoir été pillées, ce qui est pire, et la présumée magouille financière signalée dans la presse, comme la présentation des faux, ne manque pas de burlesque dans une exposition sur la justice, avec une salle consacrée à l'action de la police italienne pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. D'autres musées continuent d'accepter des dons et de les mettre en valeur sans se poser de questions ou pas assez de questions sur l'origine des objets, toujours en dépit du code de déontologie des musées. On peut se demander par exemple si ce musée au Portugal a examiné minutieusement des provenances avant d'accepter le don de 300 objets archéologiques par des collectionneurs allemands. La majorité des objets sont publiés sans provenance ou sans provenance ancienne. Pour un objet publié en 2020, j'ai pu retrouver des données qui prouvent que l'objet sans provenance ancienne est un véritable objet de provenance ancienne, et une collection même très ancienne, il y a plus d'un siècle. Donc encore une fois, un objet sans provenance ancienne connu n'est pas systématiquement un objet problématique. Mais un musée ne peut pas se permettre des mauvaises surprises. Pour un autre objet, présenté avec une provenance ancienne, c'est l'inverse. Elle ne semble pas justifiée rigoureusement pour l'instant. On s'étonne par ailleurs que pour cette mosaïque, publiée plusieurs fois, des collègues ne mentionnent pas qu'elle a été achetée en 2018 auprès d'un marchand qui est soupçonné par la police espagnole d'avoir trafiqué des provenances d'objets pillés et qui a été arrêté en 2018. Cela ne veut pas dire que cette mosaïque a été pillée, mais simplement qu'il serait normal, pour cet objet, comme pour tous les objets, et quels que soient les vendeurs, impliqués, pas impliqués, soupçonnés, pas soupçonnés, que les musées fournissent des informations sur la provenance des objets acquis, et qu'ils précisent s'il existe ou non des documents qui prouvent les provenances anciennes. Dans un souci d'éthique, l'examen des provenances des objets est aujourd'hui nécessaire, indispensable, aussi bien les objets acquis il y a quelques décennies que ceux qui circulent actuellement dans les ventes, qui peuvent être issus de délits présents comme passés. Pour les musées comme pour les collectionneurs, le travail rétrospectif à mener est important et sans doute délicat, car il faut être prêt à se poser des questions. Mais le processus de vérification pour les musées participe également d'une sécurisation des collections. Cette diapositive, avec ces 4 exemples de pièces archéologiques volées ou pillées sur un site archéologique en France en 1977, au Liban en proie à la guerre civile de 75 à 90, au Yémen et dans un musée en Italie en 1985, comme les cas les plus médiatiques sur les affaires de pillage et de vol, donnent l'idée que ce ne sont que des objets prestigieux, rares, qui sont pillés et volés. En réalité, beaucoup d'objets sont vendus, pas forcément très cher, beaucoup d'objets sont vendus quelques dizaines de milliers d'euros, quelques milliers d'euros, dans des endroits prestigieux ou non, et une masse d'objets acquis frauduleusement, qui n'ont pas une grande valeur marchande, peuvent être vendus un peu partout. Le commerce des objets pillés, volés et faux
de faible valeur, disons en dessous de 1000 €, est incontrôlable. Incontrôlable à partir du moment où les lois permettent de vendre des objets sans provenance et que n'importe qui peut les vendre sans contrôle. On ne peut pas contrôler les 187 millions d'utilisateurs sur eBay, ni les personnes sur les réseaux sociaux. N'importe qui peut ainsi acheter des objets archéologiques volés et pillés à partir de quelques dizaines d'euros, peut-être même moins, pour une monnaie, une céramique ou même une statuette que vous achetez en brocante, sur les réseaux sociaux, sur un site de e-commerce ou même dans une galerie ou en maison de vente. Voici l'exemple à droite d'une modeste terre cuite hellénistique, signalée comme dérobée dans un musée à Buenos Aires en 2022 et qui était effectivement encore en vitrine dans le musée sur une photo de 2019. La statuette a été volée par quelqu'un qui n'est certainement pas devenu millionnaire, malgré ce que dit l'article du journal, avec divers objets de faible valeur économique jusqu'à une lime à ongles. Et j'ai retrouvé cet objet dans une galerie de New York où elle a été vendue, si je ne me trompe pas, 64 $. Ma surprise dans l'histoire n'a pas été de découvrir le prix de l'objet, mais plutôt que la galerie états-unienne, qui n'était sans doute pas au courant du vol, ait vendu une pièce archéologique qui semble authentique. Il s'agit en effet d'une de ces galeries spécialisées dans la vente de faux en tout genre, de faible valeur, que n'importe quel archéologue ou connaisseur peut détecter en quelques clics sans bouger sa chaise. Pour les faux, qui représentent largement plus de 50% de ce qui est en vente sur le marché des antiquités, tout lieu de vente confondu, on entend souvent parler dans les médias des faux subtils, réalisés par des faussaires de génie. Mais une masse de faux qui se vendent chaque semaine sont des faux grossiers et ridicules, facilement détectables, de même qu'il est facile d'identifier les gros foyers de vente de faux. Dans cet exemple d'une autre galerie de New York, qui ne vendait que des faux ridicules, au moins, à partir de 2004, des collectionneurs et marchands se sont réunis durant 20 ans pour échanger sur le sujet dans un forum spécifique, qui est toujours ouvert d'ailleurs, et se plaindre auprès des autorités afin de faire cesser l'escroquerie. En 2013, une pétition a été adressée à l'adresse du FBI. Différents sites internet ont été créés pour dénoncer les faux. Une vidéo a été publiée sur le site de l'Observatoire du trafic illicite de l'ICOM, le Conseil international des musées. Il ne s'est absolument rien passé, jusqu'à ce que l'affaire touche une institution prestigieuse en 2019, à savoir la bibliothèque et musée du président des États-Unis, Herbert Hoover, qui est une bibliothèque présidentielle gérée par les Archives nationales. La galerie de faux a enfin été fermée par la police de New York en 2021, police qui avait connaissance des plaintes depuis 2 décennies au moins. Si le sujet des faux grossiers était davantage pris à bras-le-corps à l'échelle internationale par tous les acteurs du marché et les autorités, ces dernières pourraient plus facilement se concentrer sur le sujet des faux plus subtils, qui est étroitement lié au sujet des objets volés et pillés. Cela réduirait en effet considérablement la masse d'objets en vente à contrôler pour examiner les provenances, et une plus grande confiance pourrait être rétablie entre vendeurs, acheteurs et autorités. Au lieu de cela, les faux pullulent sous le regard de tous ceux qui scrutent les ventes pour différentes raisons, et l'on s'étonne de temps en temps dans la presse de la vente d'un faux, alors que des milliers sont identifiables chaque jour. Les scientifiques ont un rôle central, je vais bientôt conclure, et je m'excuse d'avance d'avoir dépassé le temps. Les scientifiques ont un rôle central à jouer pour aider les marchands afin qu'ils évitent de vendre des objets problématiques, avec des formules qui restent à inventer dans des collaborations pour éviter les corruptions et les problèmes éthiques et déontologiques lors des expertises pour le marché de l'art. Les scientifiques ont aussi un rôle central à jouer pour la détection des objets frauduleux aux côtés des services de l'ordre, mais ces scientifiques ne peuvent pas se taire en cas d'erreurs qui sont tout à fait possibles, ou pire, dans ce dossier états-unien, en cas d'omission. La même rigueur scientifique doit être appliquée aux objets, quels que soient les propriétaires concernés, quelle que soit leur implication prouvée ou présumée dans d'autres affaires, quel que soit le résultat attendu. En tant que chercheurs, de la même manière que nous ne devrions pas, au nom de la connaissance scientifique, fermer les yeux sur les trafics illicites de biens culturels, nous ne devrions pas, au nom de la lutte contre le trafic illicite de biens culturels, fermer les yeux sur des incohérences scientifiques dans les interprétations. La science ne peut pas être secrète, et nous ne pouvons pas à la fois critiquer l'opacité du marché de l'art et accepter, lors de restitutions médiatiques qui servent des enjeux diplomatiques et politiques,
un manque parfois de transparence des argumentations scientifiques sur la provenance des objets, que ces objets soient assurément pillés, volés, potentiellement pillés et volés, ou, comme c'est le cas ici, assurément non pillés. Je vous remercie.